Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le chapitre 2, donc sur les mouvements de la Terre. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième vidéo sur la circulation générale de l'atmosphère. Donc si vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous conseille donc d'arrêter cette vidéo maintenant et de passer donc à la première partie. Donc, la dernière fois, nous avons commencé à expliquer les différents mouvements qu'on observait donc, dans les nuages via donc, cette petite animation qui vous montre donc, l'évolution temporelle voilà, donc, de ces mouvements au sein des masses d'air. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre pourquoi on avait donc les mouvements vers la gauche, donc au niveau de la zone de convergence intertropicale, au niveau de l'équateur, et des mouvements vers la droite, donc d'ouest en est, donc aux alentours de 40-50 degrés de latitude nord et de latitude sud. Alors, on avait commencé à faire un petit schéma. Donc, normalement, vous devriez avoir ceci, ou peut-être avoir déjà aussi noté donc, ce qui se passait donc, en hémisphère sud par rapport au mouvement de l'équateur. Donc je vous rappelle que par rapport à ça, on a donc un mouvement d'ascendance au niveau de l'équateur, donc c'est la flèche rouge qui s'écarte de la surface terrestre. L'air se refroidit et donc produit des nuages, on atteint la saturation, et alors l'air va se répartir donc au sommet de la troposphère et va redescendre aux alentours de 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud pour revenir vers l'équateur. Voilà, il va s'étaler au sol et une partie va revenir vers l'équateur. Alors, donc pour le moment, moi ce que j'aimerais bien, c'est analyser ce qui se passe ici, donc à 30 degrés de latitude nord. Donc, on est ici en zone subtropicale, parce qu'on est en dessous des tropiques. Je vous rappelle que les tropiques sont des lignes imaginaires qui passent à 23 degrés 27 minutes nord et 23 degrés 27 minutes sud. Donc on est plus ou moins à 30 degrés de latitude nord et sud. Donc, à l'équateur, l'air, comme je l'ai dit, va se refroidir en montant, donc on perd 1 degré par 100 mètres, et il ne va pas pouvoir dépasser la tropopause. La tropopause, je vous le rappelle, c'est la limite supérieure de la troposphère. Parce qu'on a une inversion de température, donc l'air ne va pas pouvoir aller plus loin et va se répartir vers le nord et le sud, dans ce cas-ci, et va continuer à se refroidir progressivement. Il redescend donc à 30 degrés de latitude dans un mouvement qu'on appelle un mouvement de subsidence. Donc vous connaissez ascendance qui veut dire monter, subsidence ça veut dire descendre, tout simplement. Alors à ces endroits-là, l'air va être très sec. Pourquoi? Parce qu'en fait, les masses d'air vont perdre toute leur eau. Donc si vous remontez le schéma jusqu'à l'équateur, eh bien vous voyez qu'en fait on a des nuages, donc il pleut tout le temps à l'équateur, eh bien les masses d'air vont perdre toute leur eau au niveau de l'équateur. Et donc au sommet de la troposphère, on aura un air relativement sec. Et donc c'est à ces endroits-là, donc aux alentours de 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud, qu'on va retrouver les climats désertiques. Voilà, l'air sera sec, on n'aura pas de nuages. Si vous regardez cette photo, enfin cette image, vous voyez qu'en fait, on retrouve tous les déserts, donc aux alentours de 25-30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud. Voilà. Donc le désert de l'Atacama, du Kalahari et de Gibson donc en hémisphère sud en Australie, ben, on les retrouve exactement au niveau des tropiques, du tropique du Capricorne ici. En hémisphère nord, c'est un peu différent parce que le désert du Kharkoum et de Gobi sont au milieu du continent, donc on les retrouve un peu plus au nord, vers 40 degrés. Voilà. Mais globalement, c'est la tendance, on retrouve des déserts à plus ou moins 30 degrés de latitude. Vous voyez que dans ces déserts, on n'a presque pas de nuages. Les seuls nuages que l'on peut observer, et donc ici on a un désert pas loin de la mer Morte, en fait ce sont des nuages de cirrus. Les cirrus, ce sont des très fins nuages comme ça, comme des longs cheveux, en fait sont constitués de fins cristaux de glace. Donc ce sont des nuages de très haute altitude. Voilà. Donc dans le désert, normalement, on ne peut pas avoir de précipitations, ou en tout cas c'est très très rare. Donc vous avez le premier moteur de la circulation générale de l'atmosphère, c'est ce qui se passe donc, à l'équateur. Donc à l'équateur, l'air est très chaud, et va avoir tendance à monter, il va pleuvoir, le climat équatorial donc c'est très humide, très pluvieux, et donc l'air redescend au niveau des déserts. Maintenant, le deuxième moteur de la circulation générale de l'atmosphère, c'est quoi? Alors vous voyez sur les deux schémas sur la gauche qu'on a des zones qui sont bleues.
si vous regardez la légende de ces deux schémas, la légende colorée, vous voyez qu'en fait on perd de l'énergie. Ce sont des valeurs négatives pour des watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là, on perd de l'énergie. Le premier schéma, en décembre, c'est celui donc du solstice d'hiver. Et au solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'hémisphère sud qui est éclairé par le soleil. Et au pôle nord, eh bien, on n'a juste pas de soleil pendant quasiment 6 mois. Donc à cet endroit-là, on va perdre beaucoup d'énergie et on a la même situation en juin au pôle sud. Vous pouvez voir sur le deuxième schéma ici. Et donc le deuxième moteur de la circulation générale de l'atmosphère, eh bien en fait c'est l'absence d'apport d'énergie. On va perdre de l'énergie et donc ça va refroidir la troposphère. Donc une masse d'air que vous avez ici en blanc dans le schéma de droite, une masse d'air va commencer à se refroidir. Donc vous voyez que dans ces deux régions-là, l'air va commencer à se refroidir progressivement et se densifier. Donc un air plus froid va devenir plus dense, plus lourd si vous voulez, et il va avoir tendance à tomber et glisser le long de la surface vers les zones plus chaudes. Donc l'air va se refroidir, hop, tomber au niveau du sol, et là il va s'étaler au niveau du sol et avoir tendance à glisser comme une nappe d'air froid qui va donc s'étaler sur la surface des pôles. Alors comment est-ce qu'on va schématiser ça? En fait c'est très simple. Vous voyez que l'air ici au niveau des pôles va avoir tendance à subir un mouvement de subsidence et s'étaler de part et d'autre voilà, de la calotte polaire. Alors le reste, j'imagine que vous voyez plus ou moins où on va en venir. À partir de la zone de subsidence au niveau de 30 degrés de latitude, eh bien, la flèche rouge qui retourne vers l'équateur, eh bien, on a une autre flèche rouge qui va partir vers le nord, parce que l'air va s'étaler aussi à cet endroit-là au niveau du sol, et voilà ce qu'on va avoir. Et donc là, on a deux flèches qui se font opposition, une flèche bleue et une flèche rouge. Et donc qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je vous dessine la suite du schéma. L'air va avoir tendance à remonter, il ne va pas pouvoir dépasser la tropopause, donc il va s'étaler au niveau du sud de l'atmosphère, du sommet de l'atmosphère, et une partie va retourner au niveau des pôles, l'autre partie va retourner au niveau de 30 degrés de latitude. Et donc ici, en fait, on a trois cellules qui apparaissent. Une au niveau de l'équateur, une au niveau des pôles, et on a une troisième au milieu, donc composée elle aussi de flèches rouges et de flèches bleues. Et donc à cet endroit-là, comme on a des mouvements d'air vers le haut, on va aussi voir des nuages. Eh bien, bienvenue en Belgique, on est aussi ici à 50 degrés de latitude nord, il pleut, il y a des nuages, et donc parce qu'on a des dépressions qui vont apparaître à cet endroit-là. Donc en gros, on a ici une conséquence à 50 degrés de latitude. Donc l'air froid rencontre l'air chaud, l'air froid des pôles rencontre l'air chaud qui vient des zones subtropicales. Donc cette rencontre a lieu à peu près à 50 degrés de latitude et va produire ce qu'on appelle une ascendance forcée. Donc l'air va être obligé de monter, et donc obligé de monter ou ascendance forcée, c'est la même chose, qui va entraîner donc l'apparition de nuages. Et donc c'est ce qu'on observe en Belgique notamment, ou en France, en Europe généralement. Donc vous voyez que c'est ce qu'on observe à peu près ici. Au niveau de nos observations, eh bien, vous voyez qu'en fait le mouvement des nuages est très rapide, parce que c'est une rencontre très violente entre la flèche rouge et la flèche bleue. Donc on a vraiment deux flèches qui s'opposent, et donc les nuages vont être très rapidement poussés vers le haut, et donc on va avoir beaucoup d'averses et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est la conséquence des deux moteurs de la circulation générale de l'atmosphère, un au niveau de l'équateur, un autre au niveau des pôles. Alors vous voyez qu'en fait on a ce qu'on appelle des hautes et des basses pressions qui commencent à apparaître. Donc généralement quand une flèche tombe vers le sol, donc ici les deux flèches bleues qui vont vers la surface du sol, ça va s'appeler des hautes pressions, parce que c'est comme si on appuyait sur la surface du sol. C'est aussi ce qu'on appelle un anticyclone. Donc à ces deux endroits-là, on aura des hautes pressions au niveau des sols. Les basses pressions, c'est quand l'air a tendance à monter vers l'espace, si vous voulez, et donc voilà, ça s'appelle aussi des dépressions. Donc on a une dépression quand l'air a tendance à monter vers la troposphère. Alors pourquoi maintenant on observe des mouvements est-ouest? Vous voyez que par exemple au niveau de l'équateur, on observe un mouvement très lent qui va vers l'ouest, tandis qu'au niveau de 50 degrés de latitude nord et sud, on voit qu'on a des mouvements vers l'est, essentiellement.
Ben, je vous le donne en mille, vous connaissez sûrement la réponse, c'est encore l'effet de Coriolis qui va jouer un rôle ici. Car en effet, l'effet de Coriolis, comme vous le savez, dévie les objets en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord et dévie vers la gauche les objets en mouvement donc dans l'hémisphère sud. Alors, on va schématiser ça. Donc, si vous avez une vue en plan au niveau du sol, donc vous voyez ici une zone de haute pression, une zone de basse pression au niveau du sol, autour d'une zone de basse pression, l'air va avoir tendance à converger. Donc, vous voyez qu'en fait, on va observer voilà, ce genre de comportement. L'air va avoir tendance à être aspiré par une zone de basse pression et à monter en altitude. Autour d'une zone de haute pression, c'est l'inverse. Donc l'air va avoir tendance à s'écraser au niveau des sols, c'est comme ce qui se passe au pôle, et donc à s'étaler au niveau du sol. Je vous rappelle qu'ici c'est une vue en plan, donc vue du dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer avec une masse d'air? Imaginez que vous ayez une masse d'air qui soit juste au-dessus d'une zone de haute pression, eh bien elle va avoir tendance à être aspirée donc vers l'écran, à être redirigée vers une zone de basse pression. Et d'une zone de basse pression, ben alors l'air va être aspiré vers le haut et à remonter donc, en altitude pour de nouveau repartir vers une zone de haute pression, etc. Donc on va avoir un cycle qui va se passer ici. Ok, donc au niveau de Coriolis, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va prendre un hémisphère, l'hémisphère nord, celui qui vous intéresse le plus. On a, je vous le rappelle, des déviations vers la droite. Et donc chaque flèche, on va la dévier vers sa droite par rapport à sa direction. Donc ça devrait donner ceci. D'accord? Donc on va les isoler, voilà. Donc vous voyez qu'en fait on a un mouvement qui se dégage autour des zones de haute pression et un mouvement qui se dégage autour des zones de basse pression. Autour des zones de basse pression dans l'hémisphère nord, on va voir ici un mouvement anti-horloger, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tandis que autour des zones de haute pression, on va avoir un mouvement qu'on appelle horloger, donc qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc globalement, donc vous voyez que les vents vont avoir tendance à s'interférer les uns les autres en fonction qu'ils sont dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc ceci c'est pour l'hémisphère nord. Donc si vous voulez avoir la solution pour l'hémisphère sud, ben, vous déviez simplement les flèches blanches vers leur gauche, donc dans l'autre sens. Alors, au niveau des cartes, pour l'Europe, comment ça se passe? Donc ici, j'ai tapé les Açores dans Google Maps. Et pourquoi les Açores sont importantes? Parce qu'en fait, au niveau des Açores, on a un élément très important au niveau climatique, c'est une zone de haute pression. Donc les Açores, c'était le point rouge qui était juste en dessous de HP. Et donc, l'anticyclone des Açores, c'est une zone de haute pression qui va nous protéger des basses pressions qui sont formées au nord par la rencontre de l'air qui vient de 30 degrés de latitude au niveau des déserts ici, et des pôles. Donc là, on a des zones de basse pression qui se créent par la rencontre brutale d'air chaud et d'air froid. Donc vous voyez que globalement en Europe, on a des vents d'ouest. Voilà. C'est eux qui vont être les plus dominants. Et donc on va avoir tout le temps des vents qui viennent d'ouest. Quand l'anticyclone des Açores est très bien développé, très fort, on va avoir des vents qui vont avoir tendance à venir du nord-ouest, donc qui sont froids et secs. Mais tandis que si l'anticyclone des Açores n'est pas bien développé, qu'il est plus faible, et donc il nous protège moins efficacement des basses pressions, alors là on va avoir tendance à être affecté par des vents du sud-ouest qui, eux, sont chauds et humides. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du sud. Voilà. Alors pour récapituler, donc quand on a des anticyclones ou des dépressions, donc je vous rappelle, anticyclone c'est la même chose que haute pression, dépression c'est la même chose que basse pression. Donc on va avoir des mouvements descendants ou subsidents dans les anticyclones, tandis que dans les dépressions ce seront des mouvements ascendants. On va avoir un temps stable lors des hautes pressions, donc pas de nuages, un ciel dégagé, tandis que quand on sera sous l'effet d'une dépression ou d'une basse pression, on va avoir un temps instable, donc des nuages et des précipitations. En été, le temps sera sec et ensoleillé quand on sera sous l'influence d'un anticyclone, mais quand on sera dans l'influence d'une dépression en été, eh bien on sera dans un temps qui sera plus humide et plus couvert. Tandis qu'en hiver, eh bien, on aura un temps sec et froid dans un anticyclone. Et en hiver, quand on n'est pas loin d'une zone de dépression, donc on a des nuages, le ciel est plus couvert, ben, il fera plus humide, mais souvent un peu plus chaud. Voilà.
Alors, pour compléter le schéma de la circulation générale de l'atmosphère, donc ça c'est ce on vient de dessiner ensemble. Vous avez donc exactement l'effet miroir donc, pour le sud. Et voilà, donc si on complète tout le schéma, c'est ce que vous devriez obtenir. Donc on a toujours des zones de haute pression au niveau des pôles, des zones de basse pression au niveau de l'équateur, et donc ça s'enchaîne comme ça à 30 et à 50 degrés de latitude. Alors maintenant par rapport à Coriolis, donc vous savez que on va devoir dévier ces flèches vers la gauche ou vers la droite. Bah, le seul problème c'est que ces flèches-là, celles qui sont déjà sur votre écran ici, ne montrent que la situation en coupe dans l'atmosphère. Donc c'est comme si on avait coupé l'atmosphère et qu'on voyait ce qui se passait depuis le côté. Donc ce qu'on va maintenant indiquer à l'intérieur du rond, c'est ce qu'on va voir en plan, donc vu du dessus. Donc depuis l'hémisphère nord, par exemple, depuis le pôle nord, on va partir donc, du pôle nord vers une zone de 50 degrés de latitude et on va dévier les flèches vers la droite, vers leur droite en fait. Puis de la zone de haute pression à 30 degrés de latitude, on va repartir vers une zone de basse pression. Donc l'air va toujours d'une haute vers une basse pression, je vous le rappelle, et on va partir vers le nord et on va dévier vers la droite de la flèche, ok, on va dévier vers sa droite. Idem, on va repartir vers l'équateur, d'une zone de haute pression à 30 degrés vers une zone de basse pression au niveau de l'équateur, et on va dévier les flèches vers leur droite. Ça, c'est ce qu'on observe dans l'hémisphère nord. Et donc dans l'hémisphère sud, on va avoir la même chose, mais déviée vers la gauche. Donc ceci, c'est d'une zone de haute pression au pôle vers une zone de basse pression à 50 degrés de latitude sud, donc vers la gauche, dévié vers la gauche entre 30 et 50, et dévié vers la gauche entre 30 et 0. Voilà. À chaque fois, c'est d'une zone de haute pression, donc pôle et 30 degrés, vers une zone de basse pression, donc, qui sont donc l'équateur et 50 degrés. En 3D, peut-être vous aurez plus facile à appréhender cette notion. Donc voici ce que ça donne donc, en 3 dimensions. Alors vous voyez qu'en fait on a 3 grandes cellules principales qui apparaissent. On a déjà entendu parler de la cellule de Hadley qui est créée entre l'équateur et 30 degrés de latitude. On a la cellule polaire qui est au nord, qui est créée par la subsidence de l'air froid au niveau des pôles. Et entre les deux, on a une cellule qui s'appelle la cellule de Ferrel. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les fronts, parce que c'est important au niveau de la Belgique. Vous voyez qu'en fait, sur les cartes météo, on a souvent ces petits dessins, avec des A, des D, et puis des symboles un peu bizarres avec des triangles et des demi-lunes. En fait, ça représente les fronts chauds et les fronts froids. Mais qu'est-ce que c'est qu'un front chaud ou un front froid? Eh bien, c'est quand on a de l'air chaud et de l'air froid qui se rencontrent. En fait, ils peuvent se rencontrer de 2 manières différentes. Soit l'air chaud va avoir tendance à monter progressivement au-dessus de l'air froid, et vous voyez que les flèches vont dans le même sens. Donc l'air froid va vers la droite et l'air chaud va vers la droite aussi. Donc dans ce cas-là, en fait, l'air chaud va avoir tendance à monter et à monter progressivement au-dessus de l'air froid. Et donc ça va produire des nuages, beaucoup de nuages, et des précipitations modérées. C'est un peu le crachin qu'on a en Belgique continuellement. Voilà. Ça, c'est pour le front chaud. Au niveau du front froid, en fait, on a une rencontre beaucoup plus brutale, frontale, on va dire, et l'air chaud va avoir tendance à monter au-dessus de l'air froid là aussi, mais sous la contrainte de l'air froid. Donc ici, c'est l'air froid qui va pousser l'air chaud vers le haut. Et donc dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle des cumulonimbus, donc ce sont des très gros nuages qui ont une très forte ascendance verticale, et on va avoir beaucoup de pluie. Donc vous voyez ici heavy precipitation, donc beaucoup de pluie qui vont apparaître au niveau du front froid. Ça, c'est un temps typique d'averse. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait on va souvent avoir une succession d'abord d'un front chaud et puis d'un front froid. Donc d'abord ici le front chaud qui est symbolisé par les demi-lunes rouges et puis le front froid qui est symbolisé par les petits triangles bleus. Et alors cette succession de fronts vont se faire d'ouest en est et avancer comme ça à la vitesse de 40-50 km/h. Donc sur la carte météo, voilà ce qu'on observe. Et on peut donc prévoir le temps. Donc ce qui est au sud de ces fronts, c'est généralement plus chaud. Donc ce qui est en rouge ici, c'est généralement des poches d'air chaud.
Et le reste, donc ce qui est au-dessus des fronts, ce sera généralement de l'air froid. Donc voici ce qu'on devrait obtenir. Vous avez le L, ça représente en anglais low pressure, donc c'est une zone de basse pression. L ou D, c'est la même chose à ce niveau-ci. Donc les zones où on a ces petites demi-lunes rouges, c'est les fronts chauds, et les triangles bleus, ce sont les fronts froids, donc rencontre brutale d'air chaud et d'air froid. Et donc voilà qui termine donc le chapitre 2 sur les mouvements de la Terre. Donc on a vu la rotation, la révolution et leurs conséquences, les marées donc liées au mouvement lunaire, la tectonique des plaques et trois vidéos pardon, sur la structure et la circulation générale de l'atmosphère. Donc si vous voulez revoir ces vidéos, je vous redirige donc avec plaisir sur mon site internet, donc www.sounier.com. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, donc via le site internet, donc le formulaire de contact, ou via les forums de discussion donc sur le site de l'école. Voilà, bonne chance pour les examens et à bientôt.